Donc, résumons, le folklore, la Constitution, la loi sur les peuples autochtones. Et nous avons terminé, bien sûr, par ces déclarations assez impressionnantes, je trouve. Et nous allons maintenant aborder la question de la glorification des nazis ukrainiens. Par la glorification, les néo-nazis ukrainiens instaurent eux-mêmes une continuité entre le passé et le présent. Si tu dis que Bandera ou Chourevitch, ces deux personnages principaux du nazisme ukrainien, si tu dis que ces deux personnages sont des références mémorielles et que tu les glorifies, tu instaures toi-même une continuité entre le passé et le présent. Forcément, c'est dans la logique des choses, ça me paraît difficilement contestable. Donc en fait, quand on dit ces méchants Russes qui parlent du nazisme ukrainien, tout ça c'est une invention, cerveau paranoïaque, fantasmagorie, propagandiste, etc. En fait, c'est un mensonge éhonté, puisque finalement, ce sont les Ukrainiens au pouvoir eux-mêmes, je parle des Ukrainiens au pouvoir, du peuple ukrainien, ce sont les Ukrainiens au pouvoir eux-mêmes qui instaurent cette continuité. C'est donc fallacieux de dire que tout ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce qui est très important, avec la glorification, la glorification est un phénomène extrêmement important pour tout État. Parce que, à travers la glorification, disons, un État dit au présent ce qu'il est, à travers la glorification des figures du passé. C'est ça qui est très important. Et tu établis un lien entre le passé et le présent qui est fondateur d'une identité, quelle qu'elle soit. Donc, si la France, effectivement, honore Simone Veil, passons sur le fait qu'elle soutient un État néo-nazi, mais enfin bon, tout à son honneur, la France glorifie Simone Veil, Manouchian, etc. Bon, elle dit quelque chose d'elle-même en le faisant. Qu'est-ce que serait la France si subitement c'était plus Manouchian, Simone Veil, Jean Moulin, que je ne citais pas, qu'on honorait, mais si c'était subitement Pétain, Laval, Doriot, etc., on serait dans un autre pays. Bien sûr, les gens continueraient de s'aimer, de se quereller, de se détester, d'aller au travail, d'avoir des enfants, que sais-je encore. N'empêche qu'ils seraient quand même dans un autre pays. Quand partout il y a des statues, des bas-reliefs, des plaques commémoratives, des noms de rues, des stations de métro, des noms de stades, des noms de musées, des noms d'écoles, c'est un autre pays. À partir du moment où tout ça change, on vit dans un autre pays. C'est pourtant ce que les nazis ukrainiens ont fait, dans le silence, bien sûr, de nos spécialistes en gargarisation mémorielle. Voilà, ça c'est ce qui, effectivement, me révolte avec le sourire quand même, mais c'est quelque chose d'assez énorme ce qui s'est produit en Ukraine et la complicité de tout le système médiatico-universitaire face à ça. C'est quand même impressionnant. Alors effectivement, les Ukrainiens au pouvoir ont fait ça. Ils ont réussi, disons, à façonner une identité nouvelle, mais cette identité nouvelle, à l'aide de tout ce qui a précédé, notamment le folklore, etc., les débaptisations, bon, ils ont façonné une nouvelle identité ukrainienne, mais cette identité ukrainienne, c'est un bloc de haine. C'est simplement un bloc de haine. Et cette, ce, cette, ce bloc de haine, on pourrait le définir comme ça, c'est-à-dire c'est à la fois une identité qui dit le héros est nazi, l'ennemi est russe. L'ennemi est russe depuis toujours et pour l'éternité. Voilà ce que dit cette nouvelle identité ukrainienne façonnée par le pouvoir. Autrement dit, ils veulent faire de l'Ukraine ce que Poutine, dans un de ses articles d'ailleurs dit, et c'est d'ailleurs très juste, ils veulent faire de l'Ukraine une anti-Russie. C'est-à-dire une identité ukrainienne qui ne se définit plus que par la haine de la Russie. Voilà ce qu'ils veulent faire. Alors,
j'ai pensé quand même utile de faire comprendre à ceux qui verront, je l'espère, cette vidéo, ce qu'est véritablement l'énormité de la glorification des nazis ukrainiens. Et je pensais qu'il fallait rappeler le plus rapidement possible, le plus succinctement possible, plus exactement, ce qu'a été la Shoah en Ukraine. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la Shoah en Ukraine, en Biélorussie, dans les pays baltes, c'est le début de la Shoah. Et cette Shoah s'appelle, on accepte ce terme, on l'utilise en tout cas, c'est la Shoah par balle. Donc qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Effectivement, les crimes commis sont d'une ampleur historiquement totalement inédite. Les gens ne savent pas, c'est dommage. C'est disons, un événement d'une telle monstruosité que non seulement il nous informe sur ce qu'est le régime ukrainien, qui encore une fois adoube ceux qui ont participé à l'extermination, il nous renseigne aussi sur les gens qui nous dirigent, qui soutiennent ce régime, ce que j'appelle le négationnisme atlantiste. Il nous renseigne aussi sur ce que les hommes sont capables de faire, parce qu'ils ont reçu des ordres. Mais il faut savoir qu'effectivement, en Ukraine, il y a eu environ 1 500 000 civils juifs exterminés en 18 mois. Et ils l'ont été d'une manière qui est quasiment dantesque. C'est-à-dire qu'il faut réaliser que, par exemple, quand les Allemands arrivent à Kiev, c'est donc assez loin de l'endroit d'où ils sont partis, plusieurs centaines de kilomètres, et quand ils arrivent à Kiev, les Russes ont piégé les bâtiments, ils ont quitté la ville, les Soviétiques plus exactement ont quitté la ville, et ils ont piégé les bâtiments explosent après le départ des Russes, et ils explosent là où les Allemands s'étaient installés. Les Allemands décident de se venger. Je vais revenir là-dessus. Ils réunissent 34 000 juifs, 33 771 juifs, et hommes, femmes et enfants, ils les tuent en 2 jours, 29-30 septembre 1941. Alors, le massacre qu'on appelle de Babillard, le ravin de la Vieille, c'est une espèce de ravin, c'est un peu comme si les Juifs qui étaient raflés lors de la rafle du Veldiv, le 16 juillet 1942, avaient été tués au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes. C'est dans une immense fosse. Bon, c'est la même chose, sauf que là, il y en a eu presque 34 000. Et il y a eu un autre, c'est un massacre assez connu. Il y en a eu un autre, qui est un massacre énorme aussi, qui a eu lieu 1 mois avant, Kamenets-Podolski. Et effectivement, 22 000 juifs ont été exterminés. C'est-à-dire, ce sont des tranchées énormes ou des fossés anti-chars, et on fusille les gens comme ça. On leur met une balle dans la tête. On les tue, mais souvent on jette les enfants vivants pour économiser les balles. Et les enfants meurent étouffés en raison des cadavres qui leur tombent dessus. C'est quelque chose qui vraiment, c'est un truc énorme. Mais là, retrouvons le présent, à Kamenets-Podolski ou à Kiev, donc Kamenets-Podolski c'est le mois d'août, Kiev c'est à la fin septembre, on retrouve à chaque fois des unités de police ukrainiennes. On connaît même les noms de certaines personnes. Et qui sont aujourd'hui glorifiés par le régime, qui ont participé à ça. Donc c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer parce que c'est quelque chose qui a littéralement ces fosses constellent tout le territoire de l'Ukraine. On a trouvé au début des années 2000, grâce au père Desbois, on a repéré 1200 fosses. C'est quelque chose d'incroyable. Mais en même temps, encore une fois, systématiquement, l'implication des nationalistes ukrainiens se retrouve à Kamenets comme à Babillard, ils sont là.
Ils sont là partout. Et il y a un écrivain américain qui s'appelle Lev Golinkin qui a fait tout un document qui date de 2021, donc c'est très récent, où il photographie tous les endroits où les nazis ukrainiens sont glorifiés, par les plaques, les statues, etc. Et à un moment, il dit l'aide des nationalistes ukrainiens était essentielle à la perpétration du génocide. Parce qu'ils connaissaient la langue, ils connaissaient les lieux où les gens pouvaient se cacher, ils connaissaient les lieux où ils pouvaient être exécutés plus ou moins discrètement. Et ce n'était en fait pas très discret, parce que beaucoup de gens assistaient. Mais beaucoup de gens, y compris parmi les bourreaux, ne supportaient pas le travail qu'on leur demandait de faire. Tués par des ordres. Cette affaire du génocide montre à quel point ce dont les hommes sont capables quand une autorité leur dit de faire quelque chose. Bon, on le savait, mais là, c'est absolument énorme. Bon, et qu'est-ce que font les gens qui tuent des familles, des enfants par milliers? Personnellement, ils les tuent. Ou alors ils les jettent comme ça. Donc c'est des scènes, des familles entières, on peut imaginer un truc pareil, qui savent qu'ils vont mourir, ils attendent leur tour, parfois longtemps, avant d'être exécutés. Et donc, effectivement, tout ça a eu lieu sur le territoire de l'Ukraine. Et le plus souvent, sinon systématiquement, avec la participation des unités de police ukrainiennes. Alors, les unités de police ukrainiennes étaient massivement investies par les nazis ukrainiens qui étaient les alliés de l'Allemagne. Alors, j'ai voulu donner une espèce d'idée à la fois de l'ampleur de l'extermination, mais aussi de l'importance de la complicité des Ukrainiens nazis dans cette affaire. Et je vais simplement illustrer cette complicité à travers, mais très brièvement, à travers l'itinéraire d'un personnage qui était le premier personnage glorifié par le pouvoir ukrainien en 2007. Il s'appelle Chourevitch, il est mort en 1950 sous les balles du NKVD, et on en a fait un héros. On a totalement oublié qu'il a participé à l'extermination de milliers de civils à Lvov, ville tout à fait à côté qui est de la frontière qui était celle de l'Union soviétique et de l'Allemagne à ce moment-là. Il a participé aux exterminations de Babi Yar, donc celle de Kiev. Il a participé aux exterminations perpétrées par les Einsatzgruppen, ces espèces d'unités mobiles d'exterminateurs. Ils arrivaient dans une ville, ils faisaient croire aux gens qu'on allait les déplacer. Les gens, les juifs donc, prenaient des affaires avec eux. Puis on leur avait dit qu'ils allaient partir en train, ils partaient pas en train, on les acheminait vers un endroit à proximité, on bouclait le périmètre et on les exterminait. Ouais, comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Hommes, femmes et enfants. Donc effectivement, c'était une tâche difficile pour un certain nombre d'Allemands. Mais que par contre, ces tâches, il faut le préciser, étaient souvent déléguées aux Ukrainiens nationalistes, des équipes d'exterminateurs. Voilà un petit peu le tableau. Et donc Chourevitch, le premier à être glorifié, a participé à l'extermination, si je puis dire, les armes à la main. Il a participé à la mort de milliers, peut-être de dizaines de milliers de gens personnellement. Par ailleurs, c'était un type assez formé, cultivé, il paraît qu'il jouait du piano. C'était un collègue, si je puis dire. Et c'était un tueur. Un tueur. C'est-à-dire, il faut voir que le nationalisme, les nationalistes ukrainiens étaient, comme d'ailleurs les nazis allemands, ils étaient éduqués dans l'idée qu'il fallait avoir aucune pitié. Il fallait savoir résister à toute compassion. Donc il fallait savoir résister à la mort d'un enfant que tu tuais toi-même. Voilà, ils étaient absolument dressés, finalement, comme ça, au nom d'une philosophie de l'homme, entre guillemets,
évidemment marqué par la différence raciale. C'est-à-dire, si tu refuses la compassion, ça veut dire que celui que tu tues n'est plus un être humain. Tu le transformes en objet, et c'est à ce prix que tu peux peut-être résister à au crime que tu viens de commettre. Voilà. Alors, nous allons parler en 2 mots du personnage phare des nationalistes ukrainiens, c'est-à-dire que ce sont des centaines de rues qui portent son nom. Il s'agit de Stepan Bandera, qui est aussi glorifié que Chourevitch, probablement même plus. C'est-à-dire que les Ukrainiens de la nouvelle génération sont totalement ignorants de ce que ce personnage était. Il était un agent de l'Allemagne, il était payé par les services secrets de la Wehrmacht, la Wehr, avant même la Deuxième Guerre mondiale. Il était une marionnette dans les mains des services allemands, comme l'a dit un diplomate américain, des années 30. Et quand il y a eu l'invasion de la Pologne, il y avait une petite unité, je ne sais pas si lui y était personnellement, mais il y avait une petite unité de nazis ukrainiens aux côtés de l'armée allemande pour conquérir la Pologne. Et ensuite, en 1941, avant même l'invasion du 22 juin, le parti de Bandera, qui s'appelait l'UN, l'Organisation des nationalistes ukrainiens, a fait des plans de conquête simultanément avec, en collaboration, c'est le cas de le dire, avec l'Allemagne, non pas la Wehr là en l'occurrence, mais la Wehrmacht. Donc là, tout ça pour évoquer quelque chose que j'ai oublié de dire, mais quand je parlais tout à l'heure de ce qui se passerait en France si on débaptisait la station de métro Charles de Gaulle, on l'appelait Pétain, une autre Trocadéro, on l'appelait Laval, etc. Qu'est-ce qui se passerait? Déa, Doriot. La différence entre les collaborateurs français et les collaborateurs ukrainiens, c'est qu'aucun des collaborateurs ou collaborationnistes, on les appelle aussi ceux qui étaient les plus fervents partisans de la collaboration, on les appelle les collaborationnistes, aucun d'eux n'a participé à la conquête de la France aux côtés de l'Allemagne. Donc, ce ne serait pas brillant, bien sûr, si la France se mettait à débaptiser les noms des rues, des stations de métro, etc., pour mettre des noms de collaborateurs. Ce serait évidemment tout à fait sordide, mais le problème, c'est que les nationalistes ukrainiens ont commis quelque chose de pire. C'est-à-dire non seulement ils ont participé directement, les armes à la main, à l'extermination, mais en plus, ils étaient du côté de l'Allemagne nazie lorsque la conquête de l'Union soviétique et donc de l'Ukraine a commencé. Donc le personnage de Bandera est aujourd'hui un personnage par rapport auquel nos médias atlantistes, spécialistes encore une fois des gargarisations, je ne le redirai jamais assez, présentent comme un personnage qui est un vrai patriote. C'est même un libérateur. On peut voir dans la presse atlantiste, notamment Le Monde, que Bandera voulait libérer l'Ukraine du joug de la Pologne et de l'Union soviétique. Il voulait libérer. C'est quand même une formule intéressante, aux côtés d'une puissance qui, de toute façon, ne lui laissait aucune marge de manœuvre à lui, pauvre con, si j'ose dire qu'il était. Hein. Donc, c'est étrange comme projet de libération que d'être finalement à la botte nazie finalement. Et puis c'est étrange comme projet de libération quand on adopte soi-même sur le peuple, les peuples qui composent l'Ukraine, les théories raciales qui excluent un certain nombre de millions d'Ukrainiens de la perspective nationale. On les exclut. C'est quoi le nationalisme? C'est quoi la libération? C'est quoi la nation ukrainienne revue et corrigée par Bandera? Mais on peut lire en 2023 un article très ambigu du journal Le Monde qui présente Bandera comme un libérateur. Alors je dis, mais alors si c'était un libérateur, Hitler, il voulait débarrasser l'Allemagne du joug du traité de Versailles, hein, et voire même de l'impérialisme anglais. Pourquoi pas? Allons-y. C'était des libérateurs.
Et si demain, la France assistait en Allemagne à la glorification de Hitler ou de Himmler ou de nazis de moindre importance, est-ce qu'elle ne verrait pas là, non pas seulement un phénomène glorificateur lié à des personnes, mais est-ce qu'elle ne verrait pas là la France, et à juste titre, une réhabilitation du nazisme? Donc en fait, ce qui se fait en Ukraine, j'ai un tout petit peu dévié par rapport à ce que je voulais dire, mais ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est, disons que ça ouvre la voie, à moins que ce soit purement et simplement une réhabilitation du nazisme. Et effectivement, je crois que dans la tête d'un certain nombre d'historiens, le nazisme est une réaction en partie légitime au communisme. Ça, c'est le fond idéologique, travaillé, labouré par un certain nombre disons, d'historiens révisionnistes. Mais revenons à Bandera, présenté comme un libérateur, n'est-ce pas? Il était agent de l'Allemagne avant la guerre, il l'a été pendant. Mais il y a quelque chose, si, si tu veux, la question de Bandera m'oblige à être, non pas nuancé, mais évoquer quelque chose qui revient souvent dans la phraséologie des préposés au formatage. C'est que, donc je peux dire, bien sûr, que Bandera était un nazi, il est resté, il est mort 14 ans après la chute du nazisme, il était nazi, tout ça c'est vrai. Mais il y a eu un petit problème, entre guillemets, avec Hitler. Le problème est le suivant, c'est que Bandera voulait un État ukrainien nazi. On oublie souvent de le préciser dans la presse atlantiste. Et il n'avait pas une conception de l'État qui était simplement de libérer. Le projet nationaliste de Bandera était un projet oppresseur. Même si il voulait libérer du joug, en tout cas il acceptait le joug allemand, il n'envisageait pas autre chose que de sélectionner ceux qu'il voulait libérer. Enfin, c'est pas une libération. Ce genre de personnage n'apporte pas la libération, c'est plutôt un cauchemar. Et donc Bandera a proclamé l'État ukrainien dans une proclamation absolument dont la tonalité nazie est absolument incontestable. Il a proclamé un État ukrainien alors que Hitler ne voulait pas d'un État ukrainien. Il voulait réserver l'Ukraine à la conquête, à la colonisation au nom de ce que Hitler appelait le Lebensraum, c'est-à-dire l'espace vital. C'était un espace de colonisation, donc d'enrichissement en quelque sorte de la nation allemande, etc., etc. Et donc Hitler ne voulait pas accepter en Ukraine ce qu'il acceptait ailleurs. C'est-à-dire il y avait un État, évidemment plus ou moins indépendant, mais en Roumanie, qui a commis beaucoup de crimes, celui de la garde de fer. Il y avait l'État slovaque de Monseigneur Tissot, qui était nazi. Il y avait bien sûr la Croatie, Oustachi. Donc c'était des États satellites de l'Allemagne, mais qui existaient comme États. Or, ce que voulait Bandera, c'était un État à l'image de ces trois États que je viens de citer. Mais Hitler ne le voulait pas. Mais attention, la presse atlantiste fait comme si tu veux, les dissensions qui ont amené Hitler, ces dissensions qui sont allées assez loin, c'est vrai, ça a amené Hitler à mettre en résidence surveillée Bandera et son adjoint Stetsko. Ils ont été en quelque sorte victimes de la répression de Hitler. C'est vrai. Mais le problème est le suivant, c'est que en fait cette dissension entre Hitler et Bandera, qui amène donc Hitler à emprisonner, même si c'est en résidence surveillée, Bandera et Stetsko, n'a pas empêché les nationalistes ukrainiens, les nazis ukrainiens, de participer au génocide. C'est-à-dire que cette proclamation date du 6 juillet, je crois, 1941, mais néanmoins, les nationalistes ukrainiens qui ont noyauté la police,
ou ce qui va devenir la police ukrainienne, qui fait le travail de supplétif au service de la Wehrmacht et des Einsatzgruppen et de l'extermination, massacre ces équipes de police, massacre allègrement les Juifs, donc participe de manière absolument incontestable à l'extermination. Ils participent à cette extermination après que les dissensions aient commencé entre Hitler et Bandera. Après. Et pourquoi le font-ils? Par idéologie, parce qu'ils sont nazis, parce qu'ils ont cette conception raciale de la nation, parce que les Juifs sont une abomination, etc., etc. Pas de problème, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais il y avait une autre raison. Cette autre raison, c'était qu'ils voulaient se faire bien voir par l'Allemagne. Et en participant avec ce zèle à l'extermination, ils pensaient qu'ils allaient finalement convaincre les Allemands de leur accorder l'État. Un État qui aurait inévitablement été un État nazi, contrairement à ce que disent nos préposés au formatage. Alors, cette période se clôt à la fin 1942. Pratiquement tous les Juifs ont été exterminés. Donc, et en même temps, il n'y a pas de résultat politique. Le résultat politique que les nationalistes nazis ukrainiens attendaient, c'est-à-dire l'apparition de leur État. Alors que font-ils? Eh bien, ils créent l'UPA, Organisation insurrectionnelle ukrainienne, en tout cas une sorte de milice ou d'armée, et ils commencent à combattre les Allemands. Mais c'est à ce moment-là, alors qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est cet événement qui est intéressant parce que ça montre ce qu'était ce mouvement, dont je dois préciser, l'UPA était composée de gens qui avaient massivement participé à l'extermination des Juifs dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Cette armée, qui est appelée libératrice, plus ou moins directement par nos préposés. Et donc, cette armée UPA n'est pas une armée composée d'autres membres, bien sûr il y en avait quelques-uns, mais principalement ce sont ceux qui avaient l'expérience des armes, entre guillemets, puisqu'ils avaient exterminé des centaines de milliers de personnes. Ce sont eux qui participent à cela, et ils combattent l'Allemagne. Et c'est ce qui fait dire à la presse atlantiste que finalement Bandera aurait mené une lutte équivalente contre les nazis et contre les soviétiques. C'est un mensonge éhonté. Parce que d'abord, même après les dissensions, les nationalistes ukrainiens participent à l'extermination. Quand elle est terminée, ils fondent une armée, certes, pour combattre les Allemands, mais cette armée est composée de génocidaires. Et ensuite, que font-ils? Sans qu'aucune consigne allemande ne soit délivrée, ils décident eux-mêmes, les nazis ukrainiens, d'exterminer la population polonaise de Volhynie et Galicie, mi-43. Et ils exterminent des dizaines de milliers de gens. C'est une abomination qui est encore une fois, c'est une abomination qui fait penser au génocide des Tutsis au Rwanda. Et donc les gens contrôlés par l'UPA, donc les nazis ukrainiens, tuaient les Polonais, mais avec des fourches, des faux, des couteaux, enfin bref, toutes sortes d'instruments agricoles transformés en armes. Et donc, ils le font au moment où ils s'opposent à l'Allemagne, sans qu'aucune consigne allemande ne leur demande de faire ça. Donc, on voit bien que ce mouvement, il est d'un nazisme vraiment, je dirais, j'aime pas cette expression, mais je dirais presque dans son ADN. Il a un fonctionnement foncièrement nazi. Il ne peut pas faire autre chose qu'exterminer ceux qui pourraient faire partie d'une nation ukrainienne qui forcément sera composite. Donc il tue, il massacre, mais, encore une fois, cet épilogue est assez accablant, je crois, pour la presse atlantiste. C'est que cet homme, Bandera, dont on nous dit, oui, oui, la question était, la question
de l'information, encore une fois, qui présente la presse atlantiste en l'occurrence, les préposés au formatage, qui disent oui, il a combattu autant les Allemands que les Soviétiques. C'est absolument faux, et s'il y a bien quelque chose qui le prouve, c'est non seulement ce que j'ai dit avant sur les exterminations, mais c'est aussi ce qui se passe à la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, ils rejoignent les Allemands. Les dissensions s'atténuent, et en fait, ils sont les gens de l'UPA et de l'UN, donc c'est l'aile politique, UPA c'est l'aile armée en quelque sorte, tous ces gens refluent simultanément, bien sûr, vu l'avancée soviétique, et se retrouvent alliés pour empêcher la chute du Troisième Reich. Donc la collaboration est finalement est dans la suite logique de ce qu'était ce mouvement avant même la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, il y a eu cette parenthèse. Mais encore une fois, cette parenthèse et cette opposition qu'il y a eu entre Bandera et Hitler ne relève pas plus d'un combat entre anti-nazis et nazis que, par exemple, la liquidation des SA en 1934. En 1934, la nuit des longs couteaux, ce qu'on appelle en français la nuit des longs couteaux, ça s'appelle autrement en allemand, mais elle a lieu en 1934 et elle vise précisément cette aile populiste, peut-être probablement même populaire, qu'étaient les SA. Ils sont exterminés. Et qui va dire que les SA n'étaient pas des nazis? Ensuite, il y a eu l'attentat du 20 juillet 1944. Et les gens qui ont été liquidés par Hitler étaient des nazis. Voilà. C'est le fait de s'être opposé au pouvoir hitlérien ne fait pas de vous un antifasciste, que je sache. Bon, donc voilà en gros ce qui me permet de dire, je crois que c'est difficilement contestable, que Bandera était effectivement un nazi. Alors, il a ensuite, dans l'Allemagne post-Troisième Reich, il a été protégé par le chef des services secrets allemands, dans l'Allemagne démocratique, le chef des services allemands a protégé Bandera. Et ce chef des services allemands s'appelait Gehlen, qui était lui-même un nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était chef du renseignement sur le front de l'Est. Voilà. Bon. Et il a été assassiné en 1959. On dit que c'est les soviétiques. Je suppose que c'est vrai. Bon, il y a des choses un petit peu étranges dans cette affaire, mais on ne va pas épiloguer là-dessus. Donc voilà, c'est ce qui est important. C'est cette continuité du nazisme à ses débuts, du nazisme ukrainien, qui est parallèle à la montée du nazisme allemand, qui a lieu donc dès le début des années 30, jusqu'à la chute finale, celle du Troisième Reich, où effectivement nazis allemands et nazis ukrainiens se retrouvent côte à côte. Alors, voilà en gros ce qui me permet, dans cette question de la mémoire nazie, dans l'Ukraine d'aujourd'hui, tout au moins telle que veut la façonner le pouvoir actuel, aidé par les Occidentaux et puis nos faiseurs d'opinion. On a vu ce qu'il en était avec le folklore, avec la loi sur les peuples autochtones, avec la Constitution, avec ces figures emblématiques du nazisme ukrainien, qu'on cherche parfois à présenter comme une sorte de victime du nazisme. Tout ça est bien sûr tout à fait fallacieux et même malhonnête. Il y a quelque chose maintenant qui me paraît intéressant, c'est au-delà de cette question mémorielle, il y a ce qui s'est passé en Ukraine à partir du putsch en 2014. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que font nos préposés? Ils nous disent ce qui se passe en Ukraine, c'est le combat de la démocratie contre l'autocratie. Nous avons en Ukraine un état de droit. Et la Russie, c'est un état de non-droit, etc., etc. Donc, ils cherchent à faire de l'Ukraine l'espace géopolitique où se déroulerait le grandiose combat des démocraties contre l'autocratie. Foutaise, encore une fois. Bon. Mais c'est assez facile de le montrer.
que c'est de la foutaise. Parce que, en réalité, en Ukraine, à partir de 2014, sévit une répression très dure, dont je peux donner un exemple. Alors, et même plusieurs exemples, mais cette répression très dure ne fait pas forcément de cette répression un phénomène néo-nazi. Bien sûr que les injustices diverses et variées existent dans des régimes qui ne sont pas forcément nazis. Bien sûr, le nazisme n'a pas inventé la répression. Par contre, il y a quand même quelque chose de spécifique dans le nazisme, je crois, c'est cette espèce de fierté, même quand on accomplit les choses les plus ignobles. Et si on n'en est pas fier, on se doit quand même de l'être. On se forcera quand même à l'être. Parce que dans l'extermination nazie, on a vu que beaucoup de nazis souffraient même, tout en commettant les actes, et ils en étaient malades. Mais n'empêche que beaucoup envoyaient des photos des exterminations à leur famille. C'est quand même... Alors, je ne sais pas quelle est la proportion de ceux qui envoyaient leurs photos, les photos, et de ceux qui souffraient jusqu'à vomir, jusqu'à ne plus supporter de sortir les corps d'un camion à gaz. C'était inimaginable aussi. Pas seulement de tuer d'une balle, c'était peut-être même moins pire pour eux de tuer d'une balle que de sortir les corps d'un camion à gaz. Donc il y a dans le nazisme cette fierté dans la perpétration des horreurs. Et on la retrouve aussi dans dans les crimes qui ont été commis après 2014. Il y a une sorte d'impunité. C'est-à-dire, il y a l'impunité, pourquoi? Parce que la seule référence, c'est l'utilité des actes par rapport à la nation-race. Donc quand la nation-race triomphe, il n'y a plus d'humanité. C'est logique. Et donc, je donne un exemple, là, qui est tiré de ce que je disais tout à l'heure. Je parlais du site Mirotvorets. Par exemple, ces visages, photos, scan du passeport, numéro de la voiture, adresse des gens qui ne tiennent pas le discours qu'il faut tenir sur l'Ukraine, ennemis, parfois même ils osent dire ennemis fascistes. Et quand ils meurent, ils mettent une barre liquidée. Là, il y a quelque chose de quand même impressionnant. La page d'accueil de ce site Mirotvorets, c'était des visages non floutés de cadavres russes. C'est quand même des choses, je crois, assez impressionnantes et que j'inscris dans cet état d'esprit d'impunité face à l'horreur. Tu as tué un ennemi, bon, bah, t'as bien fait, quoi. Et après, tu montres, tu es content. Alors là, effectivement, il y a quelque chose, un document qui m'a beaucoup étonné quand je l'ai lu, c'est-à-dire en mars 2022, et qui émane, qui a disparu. Après, quand j'en ai eu besoin pour mon travail, j'ai mis du temps à le retrouver, et il a été publié par un avocat d'extrême gauche qui a fait une chose plutôt bien, c'est que finalement, voilà, il l'a mis sur le net, et il s'appelle Juan Blanco, Branco, j'ai oublié. Et donc, il publie ce texte qui émane de l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés apatrides, qui émane en même temps de l'OSCE et de Amnesty International, c'est-à-dire des organismes qui ne sont absolument pas pro-russes. Voici ce qu'ils disent. L'usage de la torture et le fait qu'elle soit pratiquée systématiquement prouvent que la torture constitue une stratégie des élites des dites institutions ukrainiennes avec l'autorisation de leur commandement. Il s'agit d'un rapport qui est fait en 2018. Quant aux sévices pratiqués par les forces gouvernementales et leurs alliés néo-nazis, donc les forces gouvernementales ukrainiennes, on pouvait lire dans ce rapport:
Les prisonniers étaient électrocutés, battus cruellement plusieurs jours d'affilée avec différents objets, barres de fer, battes de baseball, bâtons, crosses de fusil, lames de baïonnette, matraques en caoutchouc. Les techniques employées par les forces de sécurité et les forces armées étaient le simulacre de noyade et la strangulation. Dans certains cas, dans un but d'intimidation, des prisonniers étaient conduits sur un champ de mines, ou bien des véhicules roulaient sur eux, pouvant entraîner leur mort. D'autres méthodes de torture consistaient à leur briser les os, frapper avec la pointe ou le tranchant d'une lame, brûler avec des objets chauffés au rouge. Les prisonniers étaient exposés pendant plusieurs jours à des températures glaciales, privés de nourriture et de soins médicaux. Une majorité absolue de prisonniers a subi un simulacre d'exécution, ainsi que des menaces de tuer ou de violer les membres de leur famille. Fin de citation. Voilà ce qui se passe en Ukraine à partir de 2014. Dans un sentiment d'impunité absolue, d'autant plus grand que nos médias n'en disent à peu près rien. Je n'ai pas parlé ici des assassinats. Il y a au moins 2 personnes, 3 personnes en fait, dont on connaît les noms, hein, notamment un journaliste italien qui était sur la liste de Mirotvorets, et quand il a été tué, on a barré sa photo avec liquidé. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein, on est dans l'Ukraine d'aujourd'hui. Donc voilà. Alors effectivement, les règles de l'état de droit, tout ça, qui sont respectées, la démocratie, ce champ de bataille grandiose, l'Ukraine, les démocraties contre les autocraties, tout ça, c'est assez pitoyable. Hein. Alors, donc, finissons par ce par quoi j'ai commencé. Donc, fin de ce que je viens de dire, effectivement, c'est notre système médiatique, évidemment, plutôt coupable, je déclare coupable. Et puis, il y a la protection qui est accordée aux autorités ukrainiennes, quoi qu'elles fassent, quoi qu'elles disent, par l'Occident. C'est ça que j'ai appelé le négationnisme atlantiste. Alors, ce négationnisme atlantiste, le problème, c'est qu'il est protégé presque publiquement. C'est-à-dire que les États occidentaux, à l'ONU, sont tous les ans, depuis 2012, face à une motion russe qui condamne le racisme et toutes les formes de glorification des nazis. Les Occidentaux soit s'abstiennent, soit votent contre. Ils votaient avant 2012 en faveur de la motion russe qui s'opposait au racisme. Les Occidentaux commençaient à s'abstenir ou à voter contre. Il n'y avait que 2 États qui votaient contre, parfois 3, l'Ukraine et les États-Unis, parfois le Canada. Ils n'ont commencé à s'abstenir ou à voter contre que quand les motions en question évoquaient la question de la glorification des nazis. Donc le négationnisme atlantiste, il me semble que le terme que j'ai utilisé n'est pas usurpé, se justifie, là en l'occurrence. Et puis il y a un deuxième événement très intéressant, c'est l'arrivée d'un homme de 90 ans au Parlement canadien à Ottawa et qui est présenté comme quelqu'un qui a tué des Russes. C'est un ancien de la Waffen-SS. Tout le Parlement se lève. Zelensky est présent, il montre, il tend le poing comme ça, etc. Tout le monde l'acclame. Et c'est tellement sordide cette affaire que les organisations juives, comme le Centre Simon Wiesenthal ou des organisations polonaises, savent bien ce que sont ces gens. Il ne s'agit pas de les tuer, il ne s'agit même pas de les emprisonner, mais les acclamer, c'est absolument inimaginable. Alors, effectivement, le Parlement, le chef du Parlement canadien, je crois qu'il s'appelle Rota ou quelque chose comme ça, c'est un ignare absolu, un type qui ne connaissait rien de la Deuxième Guerre mondiale. Il avait même oublié qu'à l'époque où ce nazi ukrainien, mais réfugié au Canada depuis la fin de la guerre, ce chef du Parlement canadien ignorait même, manifestement, qu'à ce moment-là, quand cet Ukrainien était contre les Russes, bah, le Canada était l'allié de la Russie, ça s'appelait l'Union soviétique. Même ça, il ne le sait pas. Alors, ils auraient été obligés de faire machine arrière après, mais on peut imaginer l'effet désastreux que ça a pu avoir sur les Russes eux-mêmes. Pas la peine de faire de la propagande.
pro-russe quand on est un homme de médias russe. Il suffit de montrer ça, c'est suffisant. Mais on a pas mal aussi en France. On a Gabriel Attal, et qui, au Parlement, il y a quelques mois, enfin à l'Assemblée nationale, a presque hurlé « Slava Ukraina », gloire à l'Ukraine, qui est le mot d'ordre des nationalistes ukrainiens depuis le début du XXe siècle et qui est le mot d'ordre des nazis ukrainiens au milieu du XXe siècle et qui est encore aujourd'hui le mot d'ordre des nazis, des néo-nazis plus exactement ukrainiens. Voilà, alors je termine ici avec ça. Je veux dire que c'est une compromission tellement énorme qu'on se demande comment l'histoire va aborder cette période de l'histoire de l'Occident, qui est catastrophique, qui est déshonorante. Et je dis, bon, c'est comme ça, je termine, on ne sait pas si les verdicts de l'histoire sont justes, mais s'ils le sont, il est probable qu'ils seront sévères avec ceux qui sont responsables de cette compromission. Voilà, j'espère qu'ils seront sévères.